Lui à rencontre un musicien qui est aussi un écrivain, Pierre Schaeffer. Pierre Schaeffer, polytechnicien, musicien et écrivain, est l'auteur de plusieurs romans, dont surtout Prélude, chorale et fugue, qui est écrit sous forme de journal autobiographique et qui est paru chez Flammarion. Pierre Schaeffer est interviewé à Paris par Marcel Brisebois. Pierre Schaeffer, dans un petit ouvrage que sans doute quelques-uns ont oublié, on pense à vous comme auteur de romans, d'essais, de nouvelles, on pense à vous comme auteur d'ouvrages sur la musique concrète ou sur les communications. Dans un tout petit ouvrage, plaquette presque, Jeux profanes, vous avez écrit ce petit texte, à l'enfance appartiennent des inspirations essentielles. Quelles étaient ces inspirations essentielles qui étaient celles de votre enfance? Ah, comment vous dire? Comment se remettre dans la conscience d'un enfant? C'est à la fois difficile et c'est facile parce que cet enfant, je pense, habite l'homme toute la vie, si on ne le renie pas. Bon, cet enfant avait sûrement une grande chance, c'est d'avoir des parents musiciens et de merveilleux professeurs qui étaient des prêtres de l'école Saint-Sigisbert à Nancy, qui lui ont ouvert le monde. Et ce monde était aussi vaste que celui que j'ai pu habiter comme adulte, car c'était non seulement le monde de la connaissance et de l'art, mais c'était par mon professeur de physique qui s'appelait l'abbé Molly, et qui était aussi mon confesseur. L'ouverture à la fois à la physique et à la métaphysique, ce qui est au-delà de la physique. Alors, en tant que professeur de physique, ce prêtre, merveilleux pédagogue, m'avait appris qu'il n'y avait jamais rien de tout à fait juste, qu'il fallait se méfier des équations, qu'il ne fallait jamais pousser la virgule trop loin. Et quand nous poussions la virgule au-delà de la première ou la deuxième décimale qui était autorisée par les conditions de l'expérience, nous avions un zéro, parce que nous confondions les mathématiques et la physique. C'est de la chance d'avoir des professeurs comme ça. J'ai donc été assez rapidement mis en présence de ces raccords qui se faisaient mal entre les chiffres qui sont surtout des abstractions mentales, des réalités physiques qui sont les phénomènes de la nature, et puis, comme c'était un prêtre, ces autres réalités qui étaient celles de la foi, celles du mystère, celles du sacrement. Alors, donc, j'étais habitué très vite à faire ces espèces de sauts périlleux, ces franchissements d'obstacles qui m'ont habité toute la vie, parce que je pense qu'il y a... on n'arrange pas ça. Au contraire, je pense qu'il faut accuser ces espèces de fissures que le monde qu'on peut concevoir quand on est un homme fait, maintenant un vieil homme, est un monde qui reste complètement lézardé. Vous avez écrit toujours dans le même texte, à la maturité, il appartient de réaliser ces inspirations essentielles. Est-ce que vous avez pu les réaliser dans votre vie, ces inspirations de l'enfance? Ah, grand Dieu, qui peut se vanter d'avoir réalisé ses aspirations. N'est-ce pas, dans cette enfance était partagée entre différents dessins. Hein, un dessin de compétences, avoir un métier, gagner bien sa vie, fonder une famille. Bon, un autre dessin possible, qui était un dessin de salut public. Pourquoi est-ce que j'aurais pas eu une vocation religieuse? Pourquoi j'aurais pas renoncé à tout ça pour me consacrer, comme on disait à Nancy, au bien des âmes, au salut du monde? Et puis ensuite, en tant qu'écrivain, pourquoi ne pas vouloir écrire aussi pour sauver le monde, pour exprimer une pensée utile? Et alors finalement, comme je suis connu surtout comme chercheur et comme musicien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une chose un peu dérisoire, qui est de chercher si avec des bruits, avec des sons au-delà de do, ré, mi, fa, sol, on pouvait trouver de la musique, et j'ai dit que non. Alors, j'ai passé une vie à découvrir des limites. C'est peut-être ce que j'ai à dire finalement, qu'il faut, sur cette planète, plus que jamais, que l'homme découvre ses limites.
que c'est une grande aventure que de savoir découvrir ses limites et une grande sagesse que d'apprendre à vivre dans ses limites. C'est probablement la chose essentielle que j'ai à dire à la fin de ma vie. Votre jeunesse a été marquée par une grande amitié dont vous avez parlé dans un récit qui s'intitule Clotaire Nicole, Oui. récit qui a inspiré et alimenté beaucoup de jeunes, surtout en tout cas au Canada au lendemain de la guerre. Oui, c'est le récit d'un garçon qui était un de mes camarades de Polytechnique et qui s'est tué en montagne l'année où il sortait de Polytechnique. Cette vie tranchée dans sa fleur m'avait beaucoup impressionné. J'avais une espèce de désir de venger cette mort, de l'oubli. Bon, il n'avait pas eu le temps à 20 ans de laisser derrière lui une grande œuvre ni un grand message. Mais disons, c'était une vie qui me paraissait exemplaire, comme celle de tout jeune homme, de toutes les époques sans doute, mais aussi de la nôtre, affronté aux incertitudes du monde contemporain, à ce choix vertigineux entre la foi et pas la foi, entre un métier pour gagner de l'argent et un métier pour servir, etc. Enfin, toutes les alternatives qui se présentent à la jeunesse. Dans Prélude, Chorale et Fugue, il y a aussi la mort d'un autre être aimé, Oui, mais d'aimer difficilement une femme cette fois-ci, avec lequel les rapports semblent extrêmement difficiles, très tendus. alors vous savez, je ne sais pas ce qui arrive aux jeunes gens de cette époque, qui ont l'air tellement libérés, mais pour la génération catholique, qui avait 20 ans dans les années 30, c'est pas, c'était pas facile. Et je dois dire que les papes n'ont pas arrangé non plus les choses, avec des interdictions extrêmement massives, n'est-ce pas? Les papes se mêlant toujours de ce qui se passe dans les alcôves, si j'ose dire. Alors, je pense que il ne faut pas confondre quand même le jeu de la procréation, n'est-ce pas, qui a ses règles du jeu. On ne peut pas faire à une femme indéfiniment les enfants ou lui faire les enfants quand elle risque d'en mourir, ce qui a été mon cas. Et puis avoir des interdits sur les rapports, comme on dit. C'est quand même, je pense là que l'Église se mêle de ce qui ne la regarde pas tout à fait. Par contre, en revanche, euh, l'amour à avoir avec la religion, certes. Qu'est-ce que ça a à voir avec la religion? Parce qu'actuellement, on a banalisé presque le message chrétien en disant que ça se résumait à l'amour, ou parce que finalement certaines personnes me disent mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? L'amour, c'est très compliqué. C'est très compliqué à voir. Oui. Mais ça semble en tout cas être très compliqué pour Simon Irène. Oui, semble c'est très compliqué parce que c'est à la fois un grand mouvement naturel, on peut dire. Une pulsion. Parce qu'il ne faut pas, il n'y a pas à renier la nature, n'est-ce pas? Tout à coup, deux jeunes gens se plaisent parce qu'elle est belle, parce qu'il est intelligent, parce que je ne sais pas quoi, ou par hasard. Bon, est-ce que ce sentiment va en faire quelque chose de durable et, comme le demande l'Église catholique, d'éternel? Comment jouer à ce pile ou face? Comment jouer cette partie de poker? Pas facile. Alors, je pense que la grande difficulté de tous les engagements, c'est de transformer des occasions qui sont vénielles, qui sont des occasions qui doivent beaucoup aux incidents, au hasard, aux circonstances, ou à moins qu'on dise qu'elles sont providentielles, en serment éternel. C'est la grande tentation des spirituels, de transformer le temporel en éternel. C'est pour ça que je dis que c'est compliqué. Il est compliqué de transformer, présomptueux de transformer constamment du temporel en éternel. Alors de là à nier qu'il n'y a pas de correspondance, alors on tombe dans le matérialisme stupide. Alors il ne reste plus que la ligne de risque finalement. Oui, il y a une ligne de risque, d'incertitude et de contradiction que un homme honnête ne peut qu'assumer toute sa vie. Mais la contradiction, il semblerait que justement ça tient une part importante dans votre vie. Vous-même, à certains moments, enfin j'ai lu des entrevues que vous accordez aux uns et aux autres, et vous insistez sur le fait que vous êtes un homme qui accepte la contradiction. Moi, je suis un homme de la contradiction, je suis fait comme ça, n'est-ce pas? Je suis fait comme ça. Est-ce que c'est parce que dans mes ascendants, j'ai
une mère croyante et un père incroyant? Est-ce que ça remonte à ça? Est-ce que ce sont des attitudes fondamentales, une attitude plus paysanne, plus crédule, une attitude plus critique, plus bourgeoise, plus intellectuelle? J'en sais rien. Mais en tout cas, je suis fait comme ça. Et au lieu d'avoir résolu la contradiction par une option définitive, alors il y a des options religieuses, on croit ou on ne croit pas, des actions politiques, on est de droite ou de gauche, des options professionnelles, on est un ingénieur et puis on n'est pas philosophe. Bon, j'ai présomptueusement essayé d'assumer les deux. C'est-à-dire que si vous me demandez si je suis croyant ou incroyant, je ne peux pas vous répondre. Je suis croyant avec mon enfance et je suis incroyant avec mon esprit critique, ma maturité. Et c'est pas par dérobade. Mais je pense d'une part qu'il y a un mystère du monde qui est tel que jamais je ne le résoudrai. Je ne vois pas d'homme le résoudre. Donc il faut garder une part d'option, une part de foi, une part pascalienne. Et puis il y a une part de critique qui fait qu'il n'y a aucune raison non plus d'embarquer tous les dogmes. Je pense que c'est cette attitude qui est qui est très nécessaire métaphysiquement, qui est très féconde politiquement, parce que politiquement, si les gens intelligents décidaient de ne pas faire d'option entre droite et gauche, ce qui est stupide, mais de prendre à droite et à gauche, puisque ça existe, des éléments indispensables, ils seraient plus intelligents. Si les peuples du monde, au lieu de s'affronter perpétuellement sur leurs histoires de race ou de politique, de stratégie, d'idéologie, avaient un peu d'humanisme, un peu d'intelligence, ils se lèveraient dans... Ben, le non-engagement. Je suis une génération où on a beaucoup prêché l'engagement. Et vous avez, enfin, d'après ce que j'ai pu lire de vous, vous avez semblé avoir été très engagé à un moment de votre vie. J'étais engagé professionnellement, j'étais engagé dans la résistance, j'étais engagé dans l'aventure africaine, dans le scoutisme, mais ces engagements n'étaient pas inconditionnels. Vous savez, l'engagement, un adjectif lié, inconditionnel. Eh bien, je pense qu'il faut des engagements, il les faut beaucoup plus ponctuels et à raison d'une cause à servir pendant quelque temps, parce que cette cause-là s'impose. Il s'imposait à un jeune Français, quand les Allemands étaient là, d'être résistant. Il s'est imposé au lendemain de la libération à ce Français résistant de ne pas être des comités d'épuration et d'être contre les comités d'épuration. Et qu'est-ce qui s'impose à vous actuellement? Ou si vous êtes complètement détaché? Alors, il s'imposerait à moi des tâches tellement gigantesques que je suis bien obligé de solder après inventaire, n'est-ce pas? Je pense que... Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, puisque j'ai eu la chance de voyager, de visiter les différents continents, j'étais jusqu'au Japon, j'étais souvent en Amérique, etc. Ce qui s'impose absolument, c'est, comme chantaient les anges au moment de Noël, n'est-ce pas, paix aux hommes de bonne volonté. Voilà ce qui s'impose absolument. Ce qui ne veut pas dire être pacifiste. C'est trop vite dit. Ce qui veut dire que, étant donné les énormes difficultés de la planète, et les antagonismes, et les états de fait avec les armements, etc., et le danger des armements qui fait novation. Jamais la planète n'a été si menacée. Parce que pour la première fois, une guerre planétaire peut être fatale au genre humain. C'est donc quelque chose de tout à fait nouveau. S'il n'y a pas des minorités de par le monde, dans tous les pays, qui s'efforcent de prendre ce problème en main, n'est-ce pas? Je pense que nous ne faisons pas notre devoir. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que nous sommes impuissants devant ce problème? Enfin, devant d'autres situations, bon, vous avez dit on peut faire ceci, on peut faire cela. Il y avait une apparence, en tout cas, d'éléments de solution par l'engagement que l'on prenait. Mais aujourd'hui, oui, n'est-ce pas, je m'engage à quoi? Nous sommes presque impuissants et pas tout à fait. Cet epsilon, ce petit grain qu'il nous reste de liberté dans les choses collectives, dans les choses publiques et dans cette énorme menace, c'est là que se joue notre liberté et notre responsabilité. Je ne veux pas dire qu'on va résoudre demain la question du désarmement, l'amitié entre les peuples, etc. C'est pas vrai. Il serait tout à fait fou de le penser. Mais j'ai fréquenté, vous savez, plusieurs fois des assemblées internationales. J'étais encore assez jeune, ça m'a passionné, comme un grand théâtre où je voyais se dérouler une pièce qui n'était pas tragique, qui était plutôt un peu comique, où il y avait des intérêts économiques aussi, comiques, économiques. Voilà, parce que c'était, sans jeu de mots. Alors j'ai vu fonctionner les hommes de cette planète.
j'en ai eu un peu de chagrin et j'ai éprouvé leur dérision, n'est-ce pas? Vous avez écrit, je reviens toujours à ce petit ouvrage, euh, Je profane, et c'est à la fin de ce petit ouvrage, vous avez écrit « À moi les chemins que j'ai choisis ». À vous entendre, j'ai l'impression que vous déchantez un peu Eh ben, après quelques années. Non, j'avais choisi ces chemins et je les ai tenus parfois, parce que si j'enchaîne sur ces réunions internationales, on faisait partie de groupes de travail. Moi, je faisais partie d'un groupe de travail présidé par un Russe. Et je n'étais pas directement de la délégation française, parce que la France avait des satellites à ce moment-là, et j'étais soi-disant avec un fez marocain. J'étais délégué du Maroc et de la Tunisie. C'est incroyable. Alors, il m'arrivait de voter contre la délégation française. Dans ces assemblées où tout à coup il y avait une résolution, j'estimais que les pays sous-développés devaient manifester leur indépendance et surtout voter selon leur intérêt. Et quoique je n'avais pas reçu de grandes consignes, mais que la décence eusse voulu, puisque je faisais partie, moi, j'étais français, je faisais partie de la radio française, j'aurais dû voter comme mon ingénieur en chef, ou comme mon directeur, M. Cher Meyer, qui était un délégué français très apprécié d'ailleurs, parce que c'est un homme d'une grande culture et d'une grande gentillesse. Alors il m'arrivait de voter contre. Bon, je me faisais à peine engueuler par mon patron Meyer. Il admettait la règle du jeu. Mais qu'est-ce qui me regardait du sale œil? Les Russes. Et quand j'arrivais à ce groupe de travail, j'avais l'impression que les Russes se disaient « Mais qu'est-ce que c'est que ce chef qui vote, délégué du Maroc et de la Tunisie, pour du beurre? Mais il se permet de voter contre ses patrons ?» Et alors, j'avais l'impression, je disais souvent qu'il me regardait comme on regarde le petit Sterne. Le petit Sterne, dans un conte d'Alphonse Daudet, est un petit enfant qui, au cours d'un siège de Paris, trahit l'armée française. Et son père, pour le punir, va le faire fusiller. Ils se sont tués tous les deux. Alors, pour moi, les Russes me regardaient comme on regardait un petit traître. Je votais contre la délégation française. Vous voulez me dire au fond que finalement vous êtes un homme incontrôlable? J'étais relativement contre là, c'est pourquoi je vous dis, on m'a mis quand même une douzaine de fois à la porte. 7 fois exactement. Au fond, la réalité de la chose, n'est-ce pas, au-delà du caractère, c'est le problème de la conscience. Oui, soit que je me trouvais en présence d'une chose qui en effet me donnait un cas de conscience, soit que j'avais mené une politique qui réussissait, et à ce moment-là, les politiques voulaient profiter de ma politique, qui n'était pas politique. Est-ce que vous seriez anarchiste? Je pense que l'anarchisme au sens littéral consiste à balancer une bombe qui en général tue des innocents, n'est pas une solution. Alors quelle relation établir avec le pouvoir quand on est un homme qui veut agir selon sa conscience? D'abord, avec les structures. Il faut d'abord avoir du pouvoir. Il faut avoir du pouvoir. Oui. Mais certains disent que le pouvoir, ça corrompt, que ça salit, Ça, qu'il faut s'en il abstenir. n'a qu'à s'arranger pour que ça ne les corrompe pas, il n'a qu'à s'arranger pour que les compromis qu'ils sont obligés de faire constamment pour avoir le pouvoir soient compensés par un usage meilleur encore de leur pouvoir. Vous acceptez quand même de faire des compromis. Et vous pensez qu'il faut qu'il On y ne en peut ait. pas avoir de pouvoir sans faire de compromis, mais il y a des compromis imbéciles et des compromis astucieux, et on peut, en général d'ailleurs, les gens se vexent pour des bêtises. Moi, je ne me suis jamais vexé pour des bêtises, j'avalais énormément de couleuvres parce que je voulais préserver l'essentiel. Par exemple, quand je me suis occupé de radio africaine, bon, j'avais des objectifs très simples. Mon objectif, c'était de former des cadres africains pour que ce ne soit pas une radio de coloniaux. Deuxièmement, de former ces cadres avec un esprit d'indépendance pour qu'ils ne soient pas corrompus par leur propre pouvoir. Et troisièmement, de les affranchir, si possible, de la tutelle française. Pour que nous ne nommions pas dans les postes africains des petits coloniaux et que nous jouions ce jeu. Et qui, d'ailleurs, ce n'était pas un jeu anarchiste, puisque c'était la politique de De Gaulle, la décolonisation. Donc j'étais tout à fait dans le droit fil de la politique gaullienne. Bon, ben, c'était mes grands objectifs. Qu'est-ce que j'ai avalé comme couleur pour que ça marche? Je disais oui, d'ailleurs j'obtempérais souvent, j'étais correct,
Je n'affrontais pas de plein fouet les pouvoirs du jour, ce qui fait que quand même, certainement, M. Defer m'a dit, allez-vous-en. Et alors, qu'est-ce qui vous justifie dans Prélude, chorale et fugue, Oui. Simon va continuellement à la confesse, n'est-ce pas? Oui, il bon, va, continuellement, non, il va de temps enfin, en il va temps. souvent. Il va souvent. Ah, Et vous, qu'est-ce qui vous justifie? Pas parce que Puisqu'il n'y a pas de, parce qu'il n'y a pas de j'ai confesseur. avoué une ou deux confessions qui vont tout de suite généraliser. Alors, à ce moment-là, j'avais comme confesseur le père Doncoeur. Alors j'étais admirablement servi, si j'ose dire. Oui, mais qu'est-ce qui vous justifie puisqu'il n'y a pas de confesseur, puisqu'il n'y a pas d'aveu? Parce qu'il n'y a plus de confesseurs. Ce qui me justifie, je pense que chacun a sa conscience et que cette conscience n'est pas isolée, n'est-ce pas? Cette conscience n'est pas celle d'un individu complètement isolé, c'est celle d'un individu qui fait partie d'une espèce de partie des honnêtes gens. Les honnêtes gens, ça existe, et ils ont beau être minoritaires. Ces honnêtes gens, indépendants d'un engagement politique strict, n'est-ce pas, qui ne sont pas obédients, ni un parti politique, et éventuellement un peu marginaux par rapport à une église, restant spiritualistes, mais pas forcément obédients, ces gens-là existent. Ces gens-là n'ont qu'à se réveiller, ils ne sont pas tout à fait seuls. Ils ont derrière eux une grande tradition intellectuelle, une grande tradition de pensée. Ils ont beaucoup d'écrivains, de penseurs et d'hommes d'action qui leur ont donné des exemples. Au fond, vous pensez que souvent on est un peu pusillanime, un peu lâche. Oui. Puis on se désespère volontiers. Et puis vous savez, les efforts que peut faire un individu au cours d'une vie sont dérisoires par rapport à ce qu'il aurait à faire. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir plus ou moins échoué dans ces chemins que vous avez choisis, de ne pas être allé jusqu'au bout? Non, certes, je ne suis pas allé jusqu'au bout et j'ai perdu beaucoup de temps à des bêtises, mais je ne peux pas me plaindre. Je ne peux pas me plaindre, même si constamment on recueille des échecs, je ne peux pas me plaindre. J'ai eu l'occasion, si je reparcours le chemin, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu la chance de découvrir le moyen radiophonique au moment où il n'était pas connu, donc j'ai eu les plaisirs de la trouvaille. J'ai eu la chance de pouvoir écrire moi-même une espèce d'opéra radiophonique qui s'appelait La coquille à planète, qui était une espèce de grande première. Bon, c'est pour un jeune homme, quelle chance. Donc j'ai eu la chance aussi de passer d'un côté de la technique à l'autre, ou plutôt d'un côté du micro où j'étais ingénieur, de l'autre face où j'étais metteur en ondes, où j'employais des comédiens, des comédiennes, du philo, André Clément, Salou, bon, ensuite, donc, j'ai pu laisser un témoignage là-dessus en réunissant les meilleurs morceaux de cette expérience, où on a des voix inoubliables. J'ai été interviewé Claudel. Et même lorsque le chemin apparaît comme une impasse, comme dans le cas de la musique concrète, vous n'estimez pas que ce soit un échec? La musique concrète était une exploration nécessaire parce qu'il fallait aller y voir. Il fallait aller jusqu'au bout. Voilà. Et j'estime que si je dis que si j'ai un verdict négatif, en appréciant quand même les trouvailles faites en chemin, en disant que c'est pas la direction de la musique et que la musique est bornée par le jeu des intervalles, donc ce que j'appelle brièvement do, ré, mi, fa, sol, j'estime que je rends un grand service. Mais ma voix n'a pas besoin d'être entendue de mon vivant. Écrire, avez-vous dit, vous êtes indispensable. Oui, c'est au fond ce que je préfère à tout, n'est-ce pas? C'est ce que je préfère à tout pour des raisons très égoïstes. Non pas parce que j'estime que ce message-là est meilleur qu'un autre. Je pense par exemple que j'ai pas besoin de faire de la musique, c'est devenu inutile. Il n'y a aucune raison que j'ajoute quelques sons à tous ceux des contemporains. Nous sommes dans une époque qui ne veut pas entendre. Bon, à quoi bon perdre son temps? Je ne pense pas non plus qu'écrire soit une influence fantastique. Mes livres ne sont pas tellement lus, j'ai peu de lecteurs. Je trouve heureusement des éditeurs gentils. J'ai peut-être un peu abusé du Seuil et de Flammarion ou de Belfond, des gens qui ont bien voulu accueillir des livres qui ne se vendent pas beaucoup. Donc, qu'est-ce que c'est qu'écrire, puisque c'est l'essentiel? C'est parce que dans cette écriture se passe un phénomène que connaissent bien les écrivains, c'est une machine à penser. Il n'y a pas de pensée sans expression.
C'est comme si on disait, pour reprendre une vieille comparaison, il n'y a pas de corps sans âme, il n'y a pas d'âme sans corps plutôt. Alors, je ne pense pas qu'il y a de pensée, il n'y a pas de pensée qui ne soit exprimée. Donc, l'effort à faire pour écrire, avec un prétexte d'avoir un lecteur, mais ce n'est qu'un prétexte. On pourrait, à la limite, avoir la même nécessité, le même plaisir, sans lecteur du tout. Ce serait un peu triste. Vous citez dans Prélude, chorale et fugue, j'y reviens encore une fois, un texte de Saint-Augustin, qu'il vaut mieux se perdre en allant jusqu'au bout de sa passion Oui. que de perdre sa passion. Ben oui. Vous êtes encore un homme passionné? Oui, oui, je suis passionné du fait d'abord que j'ai une passion de la vie, que je peux, non pas me décerner ce compliment, mais dire qu'elle m'a toujours habité, de sorte que je vais faire un très mauvais mort. Je vais avoir beaucoup de On ne veut mal. pas vous faire mourir tout de suite. Non, mais quand même. Dites donc, je vais avoir 77 ans avant l'oufle d'animal. Alors, je me dis quand même qu'il va falloir y songer. Alors, j'y songe un peu, mais je me dis que je ne suis pas très doué pour ça. Mais comme disait ma bonne mère, j'aurai des grâces d'État. Donc j'ai une passion de la vie. Je vais regretter beaucoup de mourir. On va vous regretter aussi, mais quelle est votre C'est très passion? gentil. Ben, c'est cette passion-là. Alors, ça a commencé par un immense étonnement d'exister, un étonnement que j'ai non pas eu à entretenir. Je n'ai pas cessé de m'étonner. Pierre C'est Schaeffer, une chance. je vous remercie. Rappelons que Pierre Schaeffer, surtout connu comme le créateur de la musique concrète, est aussi connu comme écrivain. Il a entre autres publié Prélude, chorale et fugue, un grand roman écrit sous forme de journal autobiographique qui est paru chez Flammarion. Notons que Pierre Schaeffer, qui est né en 1910, a complètement répudié la musique concrète, aussi bien que la musique électroacoustique.